Écoute, je voulais voir Voilà, 3-4 thèmes avec toi. Le très premier bien. thème, un peu pour hiérarchiser la chose, ben, c'est la situation financière un petit peu de l'OM qui est un peu exsangue, hein, avec les trous de 90 millions d'euros ou 127 cette année. Là. Et du coup, c'est un peu. Comment tu juges ça, toi? Comment on en est arrivé là? Enfin, on le sait comment on est arrivé là, mais du coup, par rapport au fair play financier, ben, moi, j'écoute un peu plusieurs talks. Il y en a qui sont inquiets, d'autres pas du tout. On peut attendre? On pensait que c'était cette semaine et en écoutant votre talk hier, Emmanuel Baranguet disait que ça pouvait être plutôt fin juin. Qu'est-ce qu'on peut Oui, faire? ben là, de toute façon, l'OM on va dire, à la merci du timing de l'UFA. En attendant, il faut faire profil bas. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où passer pour le club qui a pas d'argent, on oublie que ça a beaucoup d'avantages et que faut se rappeler au début justement à l'arrivée de Franck McCourt, l'OM était un peu vu comme une vache à lait. Là, tous les clubs se disaient on va se goinfrer. Je me rappelle les négociations avec Montpellier, notamment pour Morgan Sanson, où Ouais. ils étaient limite à dire ça va rajouter 2 millions, c'est rien pour vous, nous ça nous fait du bien. Enfin voilà. Là, on rentre dans ce truc alors que l'OM passe pour un club de clochards. Ça fait rigoler ceux qui ont envie de rigoler sur l'OM, pas de souci. Moi, en tant que supporter marseillais, je me dis, on va être un peu moins un club de vache à lait, et ça me plaît. L'illustration, c'est cette histoire-là de prolongation du One Pelé, Ouais. où, où on dit, du coup, ils vont négocier directement avec Yohan Pelé, du coup, il n'y a pas de commission pour son agent. Et, euh, et alors, l'OM est un club, voilà, qui veut faire des économies à tout prix, qui évite de verser une commission. Et il y a des gens là pour s'indigner, pour se demander comment ce pauvre petit agent de joueur va pouvoir boucler ses fins de mois, s'il va Ouais. pouvoir aller faire les courses. Voilà. Dès qu'on veut s'indigner, de toute façon, pour l'Olympique de Marseille, il y a toujours la place. Sauf que si on réfléchit 2 secondes et qu'on se tourne vers les commentaires qui étaient ceux de l'Olympique de Marseille quand ils prolongeaient des joueurs alors qu'ils n'avaient pas eu la chance de les prolonger avec des mandats pour des agents de joueurs, on se disait tous, voilà, qu'est-ce que c'est l'OM? Est-ce que ça serait pas une mafia? Est-ce que c'est pas un truc où on est là pour engraisser des agents de joueurs? Donc voilà, quoi qu'il se passe, on est toujours mécontent et on trouve toujours de quoi critiquer. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que moi j'ai un peu cette analyse aussi, je crois que c'était Michel Aliaga sur un autre média qui disait que le fair play financier en fait c'est dur un peu de savoir ce qu'ils vont décider parce que c'est pas ils ont certes des barèmes mais après en fonction du club c'est pas toujours les mêmes décisions qui sont prises quoi. On pense à plusieurs Oui, clubs et puis, donc on sait non, pas mais trop c'est à quoi surtout s'attendre. que du coup pour l'Olympique de Marseille, il y a un formidable épouvantail qui s'appelle Manchester City. Oui, Et c'est-à-dire que ça, Manchester City, s'il passe entre les gouttes, ça va être difficile pour n'importe quel organisme de justifier que l'Olympique de Marseille va être sanctionné, mais pas Manchester City. Donc quoi qu'il arrive au niveau de l'OM, on a un œil sur la situation de l'OM, mais on bien a sûr. aussi un œil sur celui de Manchester City. Donc voilà, c'est un exemple assez significatif. Le fair play financier, moi, dans l'absolu, je suis totalement pour parce que c'est un organe de régulation et pensé comme il était pensé au départ par Michel Platini, c'est quelque chose de formidable. Bien sûr. Malheureusement, on voit que très vite les clubs qu'il ne fallait pas, à savoir le PSG, c'est pas parce qu'il y a un antagonisme entre Marseille et Paris, mais je me rappelle que quand Paris a été sanctionné par le fair play financier en 2014, de voir que dans la semaine où ils ont été sanctionnés, où on leur dit que vous aurez qu'un achat à faire de l'ordre, vous avez que le droit d'acheter qu'un seul joueur Ouais. pour un montant, et que dans la semaine ils achètent David Luiz à Chelsea. Je me dis voilà, c'est non seulement ils se foutent vraiment de leur gueule en disant nous on est au-dessus de ça, et ce qui a été le cas puisqu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu et on l'a bien vu quand le même été ils achètent Neymar et Mbappé. Voilà, il avait Donc acheté quelqu'un sur deux. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est voilà, est-ce que donc c'est pas justement un jeu d'influence? En fait, c'est des influenceurs, c'est des lobbying, quoi, un peu comme en économie, c'est pareil. Il y a voilà, des donc c'était censé réguler, et en fait, ça dérégule encore plus parce que il faut être le plus fort financièrement et le plus armé en termes de réseau. Donc, ouais, je trouve qu'au final, c'est une bonne idée de départ, mais c'est une très mauvaise application.
Et c'est ça, et du coup l'OM, comme l'OM arrive maintenant juste en Europe là, depuis cette année, quoi, et puis avant l'Europa League, mais du coup il n'y a pas un poids que peut avoir d'autres plus grands clubs qui se réunissent très souvent, et donc on est un handicap par rapport à ces clubs-là, quoi. Donc on peut passer, bon, même si ça serait gros, mais bon. Après, les clubs turcs, notamment Trabzonspor a été suspendu, ça n'a pas le même poids que l'OM, c'est sûr, mais malgré tout, ils ont été sanctionnés. Alors c'est peut-être pas le même cas, peut-être parce que ça fait plusieurs années qu'ils étaient déjà sur la sellette. Ouais, c'est compliqué. On l'a vu aussi avec le Milan AC. Voilà. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, oui, il y a des pertes. Oui, il y a beaucoup d'argent qui ont été dilapidés sur des transferts, sur des. On oublie beaucoup de parler des salaires, mais Oui, les salaires ont été prépondérants. Je pense à ceux de d'Aymen Abdenour, ceux de Mario Balotelli. Voilà. Ça, c'est des opérations qui, oui, au final, coûtent cher à l'Olympique de Marseille, mais on oublie que l'OM, en fait, a un objectif et que, pour moi, tout va se jouer sur la saison qui arrive. Si l'OM arrive à nouveau à se qualifier pour la Ligue des Champions. Si voilà, l'OM finit dans les 3 premiers cette saison, c'est la bascule. ben, en fait, tout le projet réside dans cet objectif-là, quoi. Ah, je t'ai perdu, là. Ah, excuse-moi, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, ouais, non, mais c'est le projet. Alors après, attention, on dit Plus ça. la phase 2 du trading, enfin, voilà, évidemment, pour faire entrer les sous avec. Non, enfin, oui, non, mais je veux dire, on peut se qualifier en Ligue des Champions. Là, je suis en train de dire c'est la bascule. Ça serait idiot de prendre ça au mot parce que oui, on peut se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine et se dire on a fait le plus dur. Si c'est sûr que si pendant l'été on achète des mecs à 60 millions de nouveaux et que les mecs donnent rien et qu'à la fin tu finis 8e ou 10e, oui, effectivement, tu te seras remis dans un rouge sérieux. Mais je veux dire, il y a la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vertueux et de contrôler. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment l'idée d'un projet trading à part entière à l'Olympique de Marseille. Marseille, c'est pas, tu peux pas faire à Marseille ce que tu fais à Lille, ce que tu fais dans ces clubs-là ou à Porto ou quoi, où en fait tu achètes 50 jeunes et puis tu les fais jouer le club. Les gens ont besoin de s'identifier. Mais tu peux pas non plus faire, et c'est ça le problème du projet Macron jusqu'à présent, tu peux pas prendre que des Rami, des Luis Gustavo, des mecs qui vont t'apporter une plus-value immédiate. Mais voilà, le football, c'est de tout. Il te faut des cadres, il te faut des guerriers, il te faut des architectes, il te faut des ouvriers, il te faut des jeunes. Et voilà, il faut un peu de tout. Donc là, quand on parle de projet trading, c'est juste augmenter cette proportion-là, qui pour l'instant est quasi nulle dans l'équipe, et arriver à l'augmenter, voilà, de manière à ce que ça soit une proportion égale, par exemple, à celle des joueurs formés au club et à celle des joueurs qui sont là pour les encadrer. Ouais, pour corroborer ce que tu dis, moi je suis tout à fait d'accord, c'est qu'effectivement à Marseille, moi j'y crois pas au vrai trading, enfin le trading à fond comme à Lille ou à Monaco, où effectivement des joueurs à Marseille, il faut qu'ils s'imposent, il y en a même des grands qui ont mis du temps à s'imposer, Pires c'est peut-être pas les premiers mois, il a eu du mal, enfin d'autres joueurs qui n'ont pas du tout imposé, comme Lizarazu ou Patrice Evra, par exemple, et des jeunes joueurs qui arrivent, je dirais même je sais pas, je prends un exemple, un Dembélé, il serait arrivé à Marseille, peut-être il aurait peut-être même pas réussi, parce que du coup, au bout de 2 passes ou un tir, le public est exigeant et connaisseur, donc un trading comme ça, c'est pas possible. Par contre, effectivement, ouais, 2-3 joueurs, c'est ce projet-là qui, a priori, peut être mis en place, quoi. De toute façon, il n'y a pas trop le choix non plus, mais... C'est ça. Après, il faut de toute façon, il faut sentir les coups, sentir le football. On y revient. Si on reprend l'effectif et le budget de l'OM à l'arrivée de Pape Diouf à la présidence et au départ, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi ? Parce que il a su année après année engranger sans dire on va prendre que des jeunes, on va prendre que des jeunes français, on va prendre que des... Non, c'est en fonction des opportunités de marché. L'idée directrice, c'est de renforcer l'équipe. Je reviens à cette idée que j'aimerais vraiment qu'on mette au goût du jour, arriver à trouver des mecs qui veulent venir à l'OM. Ouais, l'OM, ça en parler, quelque chose. D'accord. Hein. Ça, pour moi, c'est essentiel de revenir à ces bases-là. Moi, c'est ce qui me séduit avec Mbanyang, par exemple. Ouais, c'est bien. Donc justement, on va parler effectivement du mercato. Donc bon, le mercato franco-français a démarré début juin, mais bon, c'est pas trop là où il y aura des grosses des ventes, non. Par rapport peut-être Kaoui à la marche, quoi. Mais on attend le mercato international. Bon, on n'a pas encore les dates. Peut-être ça sera cette semaine ou a priori, ça serait mi-juillet jusqu'à
début octobre, enfin d'après ce que j'ai entendu, ce que j'ai cru comprendre. Donc là, c'est quoi? Le but, c'est faire entrer 60 millions d'euros et après on commence à pouvoir recruter. C'est un peu ça, ouais. Ouais, l'idée c'est de vendre. Là, tu peux pas dire à McCourt après des années à pas vendre, à l'exception d'un joueur, tu peux pas dire non, non, mais remets la main au pot, t'inquiète. Non, tu peux pas le convaincre comme ça. Il faut que tu vendes. Et ensuite, une fois que tu auras vendu, tu pourras lui dire bon, on a fait un effort, complète s'il te plaît. C'est dans la logique des choses. Donc oui, il faut être capable de vendre des joueurs. C'est toujours les mêmes noms, hein. Sanson, Charlie Tatsar, Boubacar Kamara, Bounassar, Maxime Lopez. Je pense que c'est les deux plus proches. Mais c'est pas une indemnité de transfert dans un cas comme dans l'autre de nature à augmenter vraiment Après, peut-être que la concurrence, par exemple, va pouvoir faire monter le prix d'un Sarr. Lopez, il a 1 an de la fin de son contrat et puis vu voilà la saison, comment dire concrètement, si Villarreal propose 8 millions, que Valence en propose 10 en Liga, mais que Maxime Lopez veut aller à Villarreal, l'OM ne pourra pas faire la fine bouche vu la situation et dire à Maxime Lopez non, c'est soit tu vas à Valence, soit Villarreal met 10, soit tu restes à l'OM. Non, l'OM n'est pas en position, au vu de ce qui s'est passé l'été dernier où ils ont refusé son transfert, l'OM n'est pas en position de dire ça. Donc si Maxime Lopez veut aller dans le club qui propose 8, il ira dans le club qui propose 8. Là où on peut peut-être espérer, alors peut-être, je ne savais pas l'influence, j'étais déjà entendu parler sur ça, mais sur Aldridge, qui lui peut effectivement avoir des réseaux en Angleterre pour faire jouer la concurrence. Mais après, c'est pas lui qui amènera 80 millions, mais c'est ça. Et là, l'agent israélien, je ne sais pas si c'est vrai là, Zahavi, je sais pas vous savez. Zahavi. Ouais, on est en contact avec l'OM. C'est pas vrai ça. On y prête beaucoup de, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus où on se dit tiens. On oublie qu'en fait, oui, donc je te disais, en ce qui concerne Pini Zahavi, on se fait beaucoup d'illusions là-dessus et au final, on pensait, parce que Pini Zahavi, quelque part, il a déjà traité avec l'Olympique de Marseille sur le transfert de Radonjic et qui pouvait déboucher sur d'autres transferts. Rappelle-toi qu'au moment où l'OM signe Nemanja Radonjic, Clinton NG doit signer au Sporting Lisbonne. Ah oui, et en fait, le transfert ne se fait pas du tout et il reste comme quoi. Alors, le super Pini Zahavi, génial, sauf que entre-temps, Pini Zahavi a été décrit comme un super agent dans plein de livres, plein de vidéos YouTube, ou tout du moins une vidéo YouTube et un livre. Donc, du coup, ça a alimenté les fantasmes chez plein de supporters. Mais en fait, Pini Zahavi, il était déjà là. Enfin, il n'y a pas des révélations incroyables là-dessus. Ce qui peut en fait se passer avec un Paul Aldridge et autres, c'est que c'est une dynamique qui fait que quand un Morgan Sanson veut aller en première ligue, il est capable de lui dire mon ami, tu peux jouer à Sheffield, tu peux jouer à Crystal Palace. Là où avant un joueur français notamment disait moi soit je signe à Liverpool, soit je signe à Newcastle parce que la vie nocturne est sympa. Il y avait 2-3 facteurs comme ça, mais je vais pas signer à Crystal Palace, à Sheffield, à Southampton ou machin. Ouais, d'accord. Un Paul Aldridge, là où il peut être intéressant si les joueurs de l'OM se mettent aussi là-dessus et jouent le jeu, c'est qu'il va pouvoir ramener des offres de Southampton, et Southampton, ils ont les moyens de Liverpool. La seule différence entre Southampton et Liverpool, c'est que les joueurs, ils veulent plus aller à Liverpool qu'à Southampton. Du coup, Southampton, pour en prendre, ils sont obligés de payer plus cher. Voilà. Donc, c'est là où ça peut intéresser l'Olympique de Marseille, c'est d'arriver à faire un transfert avec beaucoup d'argent parce que le joueur est dans cette capacité de signer. Gylfi Sigurdsson a quand même signé à Everton pour 50 millions d'euros. Alors, je n'ai rien contre ce milieu offensif islandais, mais 50 millions d'euros pour Sigurdsson, ça montre quand même bien la folie du marché anglais. Et effectivement, il faut avoir les bons intermédiaires, ceux qui disent attention, lui, il peut signer là, là et là, et d'avoir ses portes d'entrée dans ces clubs-là. Est-ce que si je te dis qu'on table sur 2-3 arrivées, pas plus, enfin, en fonction des ventes, bien sûr, mais ça serait à peu près ça, et entre 3 et 5 ventes, on sera à peu près là. Évidemment, ça dépend des offres, etc. Mais
il faut au moins 5 bandes pour avoir 2-3 arrivées, quoi. 3 arrivées, on va dire. L'idée de départ, c'était pas ça. L'idée de départ, c'était de vendre, on va dire, 3 gros et d'arriver à enrôler 5 prospects. Le problème, c'est que c'est compliqué au vu de la crise et que tu vas vendre peut-être un peu plus de joueurs pour obtenir un peu moins en termes de quantité financière. On y revient. Si tu additionnes une vente de Sarr et une vente de Maxime Lopez, tu n'arrives pas à cette fameuse grosse vente. Voilà, donc, il y a 18 millions. Donc, voilà, à ce niveau-là, tu n'y es pas. Donc, ça peut faire le jeu de peut-être des signatures de contrats. Tu peux peut-être recruter un double joueur. Moi, par exemple, là, il y a une rumeur de transfert qui concerne Hassan Kamara, qui est un joueur de Reims, qui est un joueur que je trouve très intéressant, à plus d'un titre, parce que c'est un joueur qui peut jouer milieu défensif, qui peut jouer milieu relayeur et qui peut jouer latéral gauche. Oui. Si tu fais signer Hassan Kamara, tu proposes un premier contrat pro à Nielsen Kunku où tu augmentes un peu ton offre. Ça te permet d'avoir un Nielsen Kunku doublure de Jordan Amavi. Et tu sais que Hassan Kamara peut aussi jouer à ce poste si vraiment il y a un souci. Et en même temps, Hassan Kamara, tu l'utilises au milieu. Donc du coup, tu fais 2 recrues en une, quelque part. Parce que Nielsen Kunku va pouvoir compléter Hassan Kamara. Est-ce que les priorités, bon, c'est après ce que j'ai pu lire, mais après, toi, t'es bien informé. Est-ce que c'est quoi? Un défenseur central pour remplacer un gros Khaled Takar qui va partir, un milieu pour remplacer Sanson ou Camara, et un attaquant parce que il faut un suppléant à Benedetto. La priorité, ce sera toujours l'attaquant. Pourquoi? Parce que c'est le plus dur et c'est ce que tu peux pas trouver à disposition. Donc tu chercheras forcément un attaquant et quand tu as l'opportunité de prendre un mec, moi j'entends les critiques sur M'Banyang, sur sa mentalité et tout, sont tout à fait justifiées. Mais quand tu as la possibilité de signer un mec qui a mis 29 buts sur les 2 dernières saisons, sachant qu'une des saisons est tronquée, que tu regardes, et je t'encourage vraiment à le faire, d'aller regarder tous les attaquants qui ont mis 29 buts. Oui, j'ai vu. Allez, on va dire entre 30 et 28 sur les 2 dernières saisons. Eh ben, tu te dis que M'Banyang, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour l'Olympique de Marseille. Et moi, voilà, il n'y a pas des tarifs à 40, 50. Et même à ce prix-là. Ouais. Donc, en plus, comme me dit, c'est Jacques Baille qui en parle souvent, c'est que si c'est 20 millions, on peut étaler sur 5 ans. Voilà, ça fait 4 millions par an. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors après, bien sûr, ça a un coût de salaire, même si sur Canal Football Club, il a dit je serais prêt à baisser mon salaire. Ça, il dit ça. Non plus, il va pas non plus venir au SMIC et on comprend tout à fait. Il a une carrière, des intérêts, c'est normal. Mais voilà, il y a des possibilités quand même à ce niveau-là intéressantes. Voilà. Alors j'ai juste après deux petits sujets. Alors c'est pas pour faire le buzz, c'est pour que sur les rumeurs sur la vente. En fait, moi j'ai envie de te faire parler. Je t'ai écouté et j'ai apprécié. Tu m'as même un peu retourné au début. Bon, je suis un peu comme tout le monde. C'est que ce projet McCourt, bon, j'y crois de moins en moins. Et du coup, je voyais que la vente qui pouvait me redonner l'ambition. Donc, c'est vrai qu'il y a eu les petites rumeurs en Arabie Saoudite. Bon, mais j'ai cru. Et voilà. Bon, après, du coup, et quand un talk que tu en as parlé, que du coup tu étais beaucoup plus mesuré, j'ai réfléchi et du coup j'ai vu que bah oui, tu avais raison, et après tu as reparlé dans le club des 5, à Thomas parle foot aussi, et donc ça du coup moi mais tu vois, c'est gentil de le souligner, parce que c'est vrai que tu as une bonne analyse quoi, dans mon recul quoi. Est-ce que tu peux me parler de c'est très gentil de le dire. Tu remarqueras que ce fameux je vis pas pour ça, je travaille pas pour ça. Et voilà, j'ai pas besoin de ça, soyons clairs. Mais tu remarqueras, la difficulté de ce poste, c'est que personne te dira ah ouais, toi t'étais mesuré sur la vente, t'as eu raison, bravo. On encourage le buzz, on encourage les prises de risques, on encourage les positions tranchées, c'est le terme à la mode, mais pour pas dire les positions extrêmes. Voilà, parce que le mot est un peu plus dangereux. Et au final, donc j'ai pas besoin de followers, j'ai pas besoin de trucs comme ça, mais tu constateras que des journalistes qui ont surfé, c'est ce qu'on appelle, tu surfes sur une émotion positive. Tu dis ce que les gens ont envie d'entendre. Tu auras forcément plus de crédit. Le journaliste qui va dire un transfert ne se fait pas, et même regarde bien écoute bien ce que je vais te dire. Regarde bien, parce que c'est bien connu dans le métier. Un peu de soleil.
Il y a des journalistes, il y a des journalistes spécialisés dans le mercato notamment, qui ne font ce qu'on appelle que de l'info positive. C'est-à-dire qu'ils vont toujours annoncer quelque chose, et là où ils vont avoir des exclus, là où ils vont faire du buzz, c'est sur les arrivées, c'est sur les joueurs stars qu'on a envie de. Ouais. Ça va être jamais dans le sens inverse. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est positif, si ça se fait, tu bénéficieras d'un élan général là-dessus. Si ça se fait pas, personne viendra te chercher à toi en te disant ah, c'est toi qui as dit que. Alors que sur les côtés négatifs, on comment ça s'appelle? On personnifie beaucoup plus l'information et ça devient beaucoup plus le messager que l'on retient plutôt que le message. Ah oui, donc du coup, de toute façon, il y a plein d'études de communication aussi qui le montrent. Ce qui se partage et donc ce qui fait, on va dire, le bad buzz, c'est la colère et l'indignation. C'est ça qui se partage sur les réseaux sociaux. Donc, un journaliste qui se trouve, c'est une occasion rêvée. En plus, en entrant dans un contexte sociologique plus général, en rappelant les gilets jaunes, des choses comme ça. Donc, c'est très compliqué. Je vais pas te dire que j'ai pris des risques inouïs, c'est pas vrai, pour cette histoire de vente. Moi, j'oublie jamais que mon point de vue, c'est ce que je dis à chaque fois aux Phocéens, la ligne directrice, c'est de se dire, on est supporter de l'OM, on s'en cache pas. Donc, on est supporter, mais ne nous prenez pas pour des cons. Exactement. Et ça s'applique au club, mais ça s'applique au monde du football en général. Donc, moi, quand je vois cette rumeur-là, je me dis, ton devoir, ton but là-dedans, c'est d'informer les gens sur ce qu'il en est, leur donner les tenants et les aboutissants, de manière à ce que ils disent, OK, voilà, je sais ce que dit lui, je sais ce que dit lui, après, libre à moi d'y croire ou pas, mais je connais les enjeux. Donc, pour moi, c'était important de souligner ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'à Marseille, il y a beaucoup de gens qui rêvent de la place de Jacques-Henri Hérault, qui trouvent que Jacques-Henri Hérault est un mauvais président. Je dis pas qu'ils ont tort de le penser, ça peut tout à fait s'entendre, attention. Et je suis personnellement pas convaincu que Jacques-Henri Hérault soit le plus grand président de l'Olympique de Marseille non plus, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que, et moi là-dessus, quand je vois la manière que veulent par les biais que sont prêts à utiliser certaines personnes pour arriver au pouvoir, ben, qui que ce soit, je préfère le mettre en place. Voilà. C'est pas une question de bon, après qui que ce soit, voilà, attention, quand on dit ça, c'est pas un dictateur non plus, hein, voilà. Est-ce que je comprends ce que tu dis, enfin, du coup, j'ai vu les émissions qui en ont parlé. Apparemment, c'est plus des agents qui vont chercher les investisseurs, c'est eux qui font. Bien sûr. C'est pas, moi, dans l'idéal, ce que concrètement, toi et moi, on veut reprendre l'OM. Oui. On va lancer cette rumeur des Émirats. On va voir tous les supporters qui vont te dire, mais j'ai envie de te dire, même le neveu de Jacques-Henri Hérault, si on lui dit, tu préfères quoi, l'OM géré par ton oncle ou l'OM géré par des Émiratis où tu as un budget, parce que on te dit Émirati avec budget illimité. C'est ça que tu retiens. On a 300 millions, quoi. C'est pas le fait culturel d'être racheté par un. Ah non, peu importe. C'est pas l'aspect culturel qui t'importe, c'est l'argent. Voilà. Donc si on te dit, si c'est des Suédois, mais qu'on te dit à budget limité, entre Qatari et Suédois, tu ne sauras pas choisir. Voilà, on est d'accord. Oui, j'ai envie d'aller. Si je te dis à budget limité, mais même le neveu de Jacques-Henri Hérault, il va te dire, je veux que mon oncle il dégage et je veux ça. C'est ce qui peut se comprendre. Quand tu es supporter, tu rêves de ça. Voilà, mais tu vois, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va balancer cette rumeur. Ouais. On va voir toutes les réactions positives. On va faire des copies d'écran. On va en faire un dossier. Et puis après, on va aller aux Émirats et on va dire, oh, regardez le buzz que ça fait. Ah, il faut faire quelque chose, les gars, là. Il faut que vous investissiez de l'argent. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Mais après, voilà, là où c'est dur à décrypter tout ça, c'est qu'a priori, bon, il y a quand même eu, même toi, t'en as eu, même moi, tu vois, je suis pas du tout au milieu. Enfin, je suis un journaliste, certes, mais je suis pas à Marseille. Et j'ai un gars qui m'a contacté sur Twitter parce qu'il a vu que je m'intéressais au hashtag _OM et qui m'a dit, il y a un investisseur de Bangkok qui va reprendre l'OM à l'été 2021. Alors que bon, voilà. Donc, il y a des rumeurs, il y a des pistes, mais il y a eu quand même un petit peu de, comment dire,
d'intérêt, sans parler de vente, parce qu'une rumeur n'est pas une info. Mais voilà, il y a eu quand même des pistes. J'ai entendu Jacques Baye qui disait que lui aussi, il avait eu entendu. J'ai entendu que toi aussi, tu avais entendu. Tout le monde entend, on reçoit tous des trucs. Quand on veut te raconter quelque chose, on va te raconter 50% de la vérité. Et on va te raconter 50%. C'est pas la vérité, mais ça aurait très bien pu se passer comme ça, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, tu peux partir dans n'importe quoi. J'ai envie de te dire, c'est comme si tu vas sur YouTube et tu cliques sur 3 vidéos après. Au bout d'un moment, tu vas te retrouver sur quelque chose qui a plus rien à voir avec ta vidéo initiale. Ben là, c'est un peu pareil. On te raconte une histoire, mais on change de 3 éléments. C'est vraiment voilà, le jeu du téléphone arabe. Le problème, c'est que derrière, on joue sur la crédulité de certaines personnes. Il y a des gens qui font des lives où ils demandent de l'argent pour donner des renseignements là-dessus. Il y a des gens qui disent je vais vous voilà, si vous donnez, on va pouvoir derrière peser dans les décisions. Il y a des choses comme ça qui se passent vraiment. Ah oui, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont crédules et qui vont derrière dire ok, bah, les mêmes personnes qui dénoncent la logique marketing de l'Olympique de Marseille et les 4 jeux de maillot parce qu'ils doivent toujours acheter plus et payer plus d'abonnements télé, mais ils sont prêts à donner de l'argent dans ces projets parallèles. Ça en dit beaucoup de notre société, c'est ça aussi qui est passionnant dans le football. Mais voilà, c'est dangereux et encore une fois, et je te remercie de dire de souligner le fait que j'ai été mesuré là-dessus. Mais je me sens pas plus intelligent que les autres parce que j'ai. Après, si tu veux, moi, je le comprends d'autant plus parce que j'étais dans ce milieu, hein, j'étais plus de 10 ans dans le métier du journalisme, et moi j'ai une haute estime du journalisme. Donc c'est vrai que voilà, pour moi le journalisme doit être objectif. Mais ça paie pas. Mais ça paie pas. Alors c'est pas grave. Un petit peu fâché, tu vois, j'étais dans un groupe de supporters marseillais où du coup, au départ, voilà, je faisais des lives avec lui sans parler de la vente OM. Donc au début, j'y croyais un petit peu, donc du coup, ça l'intéressait. Du moment où je lui ai dit, je suis sceptique, que du coup, j'ai analysé tout ce que tu disais, toi, notamment toi, et, voilà. Et du coup, je lui ai dit, moi, j'y crois plus trop, quoi. Je suis sceptique. Et là, du coup, non, enfin, il m'a plus fait parler, quoi. C'était alors que voilà, je lui ai dit juste, j'ai le droit de réfléchir, quoi. On réfléchit, et puis sur n'importe quel sujet, on peut avoir un avis et changer d'avis. C'est ça. C'est ça la réflexion. Ouais, non, c'est toujours pareil. C'est très intéressant. Moi, je connais des gens parfaitement. Voilà, ça peut toucher tout le monde. Hein. Je connais des gens qui ont qui travaillent dans des banques et qui ont des postes à responsabilité et puis qui se sont mis à dire attends, mais là c'est possible. Voilà, on y revient parce que tel élément est vrai, donc l'autre doit être vrai, mais pas forcément. Voilà, c'est une partie de mastermind. Tu as des petits pions noirs, des petits pions blancs. Il y a des pions qui sont à la bonne place, il y a des pions, c'est la bonne couleur, mais ils sont pas à la bonne place. À toi de déchiffrer tout ça. Non, on peut pas derrière être affirmatif sur des je crois que c'est toi qui le disais, il me semble, dans un talk où effectivement au club à Marseille, il y a 100 à 200 employés, je crois, l'OM. Et du coup, si par exemple il y a Garicou qui viendrait faire un audit du club, il y aurait forcément un petit peu des bruits qui circuleraient et les journalistes, vous, la Provence, surtout ouais. À Marseille, il y en a qui. Vous le sauriez, quoi. Ouais. Clairement, oui. À Marseille, il y a des gens à l'Olympique de Marseille qui chaque mois ils regardent leur fiche de paie et en fait ils regardent leur compte en banque, ils constatent qu'ils ont un virement important et ils se disent c'est génial. Puis après ils réalisent que c'est leur salaire. Ils ne méritent absolument pas cet argent, c'est ça que je veux dire. Et c'est des gens qui en sont conscients et c'est des gens, leur but, c'est de rester le plus longtemps possible à l'Olympique de Marseille. Donc, ils sont prêts à user de tous les moyens pour rester. Mais ça, c'est pas propre au football, c'est pas propre à Marseille, c'est dans n'importe quelle entreprise. Il y a une culture de la survie, voilà, qui s'installe chez ceux qui savent qu'ils ne sont pas là pour leurs compétences, mais qui sont là pour leurs relations. Ouais. Alors, attends, moi, je vais terminer parce que du coup, on est dans le timing. Je voulais terminer parce que vous avez fait des talks pendant le confinement et c'était super. Je vous en remercie. Hein. Moi, je rate de tous, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai bien apprécié la petite rubrique que vous avez fait à la fin sur la flamme de chacun de l'OM. Et donc, du coup, toi, tu n'en as pas parlé. Donc, je voulais un peu savoir, toi, de quoi ça vient. Alors, bon,
Explique-nous. Ouais, ben je suis né dans le quartier de la Plaine du cours Julien, donc mon père était un des amis de Depé, Patrice de Peretti. Donc j'ai grandi et j'ai vu tout un quartier se déplacer au stade donc pour aller au MTP. Moi j'ai vraiment démarré avec l'aventure des MTP en 94. Alors j'étais très petit, hein, bien sûr, j'ai rejoint le truc bien plus tard, mais j'ai vu déjà sans aller au stade, voilà le quartier qui se déplaçait, de voir toute une groupe de personnes qui allaient ensemble au stade et puis voilà. Et donc ça te donne envie d'en être aussi. Et puis voilà, ça tombe aussi sur 94, le mondial 94, où je tombe vraiment amoureux du foot. Et vraiment, je suis passionné par ce sport à fond. Et puis je commence à voilà, j'ai le cahier Panini et je suis capable de me rappeler tous les matchs, tous les joueurs de la compétition à 9 ans. Et donc voilà, partant de là, derrière, oui, forcément, je suis allé au stade, mais j'étais un des rares à Marseille, j'aimais plus le football que l'OM. Voilà. Donc c'est aussi une posture peut-être un peu rebelle, pour pas faire comme tout le monde, évidemment, je l'assume. Mais voilà, moi c'est ce qui m'intéressait, c'était le foot et je me suis régalé. Par exemple, j'étais encore abonné au stade sur les années Guéretz. Et je me suis régalé. Moi, j'étais donc virage nord, mais j'avais déjà totalement basculé. C'est-à-dire que j'étais avec des copains et on était en quart de virage et on était vraiment assis. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était voir le match, voir le jeu, voir l'écoulissement des joueurs. Quand tu regardes un match de foot à la télé, la caméra, logiquement, est centrée sur le ballon. Ah oui, on voit pas tout, c'est clair. Tout à fait. Quand tu es au stade, tu vois vraiment le jeu, le repositionnement, le coulissement. Et moi, c'est ça qui me... Donc, j'ai très vite arrêté d'aller faire des pogos, d'être debout, de chanter. Et j'étais vraiment dans un côté, assis, et à regarder le match avec de grands yeux. Et je suis très, très heureux depuis d'être devenu journaliste, parce que je vois les matchs depuis la tribune de presse. Et au stade Vélodrome, c'est extraordinaire de voir un match en tribune de presse. Quand on aime le football, on est vraiment positionné au meilleur endroit. Oui, ça c'est évident, hein. C'est clair, c'est clair. Ouais, mais tu vois, moi c'est un peu pareil. Moi j'étais d'abord passionné par le foot. Moi je suis de Montauban, donc en fait j'entends le petit accent. Tu entends, hein, c'est pas là. Montauban. Ici, quand on ne connaît pas, on croit que c'est le même accent qu'à Marseille. Il y a un petit peu une différence. Non, c'est une petite différence. Ouais. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, mon grand-père allait m'amener au stadium de Toulouse. Donc, j'étais passionné par le foot, mais je n'ai pas réussi à me passionner pour Toulouse, à part l'époque 85-87 avec les frères Passy notamment. Voilà, et du coup, moi, match contre Naples et Maradona, c'est ça? Voilà, ouais, notamment. Je crois, ouais, j'étais, j'étais tout petit, mais j'étais, ouais. Et du coup, moi, j'étais passionné, voilà, tu vois, donc, j'étais passionné par le foot, mais pas d'équipe, tu vois. Et c'est vrai qu'en Europe, enfin, les Français, on avait du mal en Europe, quoi. Et en fait, c'est le parcours, moi, de 1988, de l'épopée de l'OM qui est allé jusqu'en demi-finale, où là, je me suis dit, ben, un club français peut aller loin. Et puis après, il y a eu toute cette époque tapis. Donc 88, c'est contre l'Ajax, c'est ça? C'est la demi. 2-0. Il n'existe pas, bon. Voilà, et donc du coup, là, j'ai commencé à avoir le virus. Et après, avec les joueurs qui arrivaient, du coup, tu vois, Giresse, Tigana, que j'avais apprécié en équipe de France. Et après, du coup, ça m'a donné le virus. Et, ça fait 38 ans, tu vois. Bien sûr. 32 ans que je reste. Mais écoute, bravo, tu as bien raison. Oui, ça continue. Et je te remercie, du coup, d'être venu. Merci à toi. Ouais, écoute. C'est super. On continue. Et puis on est en contact, on verra bien voilà. ce qui se passe. Si le club est vendu, tiens, on verra bien ce qui se passe. L'essentiel, c'est que l'OM retrouve de suite. Sommet, quoi. Après, avec qui? Ouais, c'est clair. Bon, ils sont déjà bien là. Hein. Ils sont pas sur la plus haute marche, mais ils sont à celle d'en dessous. Il va falloir y rester. Après, si tu veux, juste pour terminer, quand, comme moi, en tant que supporter, j'avais 20 ans en 93, quand tu connais bon, même pour moi, vous avez fait une rubrique 1991, pour moi, c'est la plus belle équipe. Mais quand tu as connu ça, que l'OM au sommet européen, bah, tu es un peu nostalgique et tu as toujours envie d'y revenir. Alors, je sais que c'est impossible maintenant, mais c'est pour ça que... Ouais, à l'époque, il n'y avait pas un pari avec des moyens. Voilà, c'était l'OM, le pari de l'époque, hein. C'est ça aussi. C'est sûr. Il faut se rappeler qu'on avait un budget qui était beaucoup plus important, mais pour autant, on peut arriver à exister et à vibrer. Je pense qu'il est possible. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, les années Pape Diouf.
on n'était peut-être pas champion, mais on était fiers de cette équipe. Ah oui, Et ça, je suis persuadé qu'on peut le retrouver assez rapidement. Ouais, avec une bonne gestion. Je pense qu'on peut être comme un club comme Séville, qui avait gagné 4 Coupes d'Europe d'affilée, avec un bon recrutement. 4 Coupes d'Europe d'affilée, 3, enfin, c'était 3 Ligues Europa d'affilée. Ouais, oui, après, une après. Ah, c'est énorme. C'est déjà pas mal. Déjà une, ça sera bien. Ah, mais je dis pas, enfin, voilà, c'est un exemple, je dis, de club qui est pas, Bien sûr. qui a un budget phénoménal, mais qui peut y arriver. Allez, je te remercie, Romain, et puis Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.